Donc ça, c'est une Les Paul Single Cut Junior. C'est un des modèles qui a été sorti par Gibson dans les années 50. De mémoire, ce modèle-là, c'est 56-57. Après, il y a eu un double cut. C'est une originale, celle-là. Oui, c'est une originale, mais c'est pas un modèle de 56. C'est une réédition avec un chevalet moderne, puisque normalement, les chevalets, à cette époque-là, étaient un petit peu en biais, alors que là, il est compensé. Donc, c'est des guitares assez simples, avec un seul micro, et puis beaucoup de résonance, parce qu'un micro de guitare électrique, c'est un aimant, donc ça a tendance à, lorsqu'il y a plusieurs micros, à empêcher la vibration des cordes. Or, c'est forcément les guitares en micro, des guitares qui résonnent beaucoup. Excellent. Merci de nous recevoir à nouveau chez toi, Hervé, avec un S, ancien militaire, colonel, pompier, grande expérience militaire. Et bien, tu viens régulièrement sur Fréquence Populaire et ailleurs faire des analyses sur la situation militaire en Ukraine, mais aussi en Israël, sur différents fronts. Là, on va parler aujourd'hui de l'Ukraine, puisque visiblement l'armée russe pousse à de nombreux endroits, peut-être se prépare une offensive plus vaste, et en même temps, on parlera des négociations de paix. Est-ce qu'elles sont en train d'aboutir, pas aboutir, avec les 28 points proposés par Donald Trump. Mais d'abord, quelle est la réalité de la situation sur le terrain ? Bon, d'abord, bonjour Georges, et bonjour à tous. Alors, je vais préciser un petit peu mon CV, c'est que j'ai eu plusieurs métiers dans ma carrière militaire. J'ai été dans l'infanterie, j'ai été aux pompiers de Paris, j'ai été en état-major, et j'ai quitté le service en 2018. Et je suis également breveté d'école de guerre, ce qui me permet d'analyser d'une certaine manière ce qui se passe, voilà, avec une approche par le haut telle qu'elle est prônée justement à l'école de guerre. Alors j'en reviens à la situation du front d'Ukraine. Alors moi je la suis pas précisément, hein. Comme je te dis, je cherche à avoir une approche stratégique et opérative. Je la suis via des personnes qui la suivent très très bien, comme Sylvain Ferreira, également History Legend, qui est un jeune Canadien, qui a sa chaîne YouTube, et puis d'autres comme ça, experts qui suivent très précisément la situation, l'évolution de la situation tactique. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, depuis plus d'1 mois, environ 2 mois, il y a une poussée constante des forces russes sur tout le front, avec des batailles majeures qui ont été soulignées par les médias mainstream, que ce soit sur Kupiansk ou sur Pokrovsk et Mirnograd bientôt. Et ce sont des batailles qui ont tendance à focaliser l'attention des médias, que ce soit les médias mainstream, les médias alternatifs, mais également sur l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Alors qu'à mon sens, il y a vraiment une partie du front qui mérite d'être surveillée, c'est le sud du front, dans la région de Kherson et de l'oblast de Zaporijjia. C'est un élément que j'avais tout de suite porté à l'attention de Régis de Castelnau lorsqu'on faisait les vidéos ensemble. C'est quelque chose que vous dites régulièrement. Oui, on le dit. On a même parlé ici. Oui, oui, tout à fait. Et avant encore, je me souviens d'une interview qu'on avait fait de vous, Oui, sur faisons attention sur ce qui se passe au oui, il y a une dizaine de mois, en fait, pourquoi je porte mon attention sur cette zone-là, parce que, à l'instar des Ukrainiens qui ont tenté une percée opérative et stratégique dans cette zone-là, pour aller vers la Crimée, hein, durant l'été 2023, une percée qui a échoué, puisqu'il y avait les lignes de défense russes qui étaient suffisamment solides pour les repousser. Eh bien,
les Russes ne manqueront pas de chercher également à percer à cet endroit-là, parce que c'est la zone du front, c'est la seule zone du front quasiment. Alors, le Donbass, à l'ouest du Donbass, ils peuvent retrouver également un terrain qui est favorable à la manœuvre. Maintenant, on est vraiment sur un terrain qui est très très favorable à la manœuvre. C'est une steppe, hein, jusqu'au Dniepr et jusqu'à la grande cité de la région qui est Zaporijjia. Alors, pourquoi les Russes pourraient avoir des chances de succès qui sont supérieures à celles des Ukrainiens pendant leur offensive qui a échoué de l'été 2023? Pour différentes raisons. D'abord, ils ont la suprématie des feux sol-sol, air-sol, mais également maintenant, ils ont une suprématie dans le domaine des drones, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, puisque c'était les Ukrainiens qui avaient cette suprématie. Parce que les forces ukrainiennes sont de plus en plus amenuisées sur le plan de la ressource humaine disponible, et notamment de la ressource humaine en infanterie, qui est vraiment, l'infanterie, c'est vraiment un travail difficile et dangereux, surtout dans le contexte du front ukrainien, plus que celui des autres armes. Et même s'il y a des positions de défense qui ont été installées dans la zone de Zaporijjia, ces positions de défense sont beaucoup plus fragiles parce que par rapport à celles des Russes, hein, lorsque les Ukrainiens avaient fait leur offensive d'été en 2023, parce que justement, les Ukrainiens n'avaient pas cette suprématie des feux que les Russes ont. Donc ils ont la capacité à les écraser, tout simplement, hein, comme ils font avec leurs bombes guidées planantes, notamment les FAB 3000, hein, qui ne sont pas gênés d'utiliser lors de la bataille de Prokrovsk et sur Minograd. Quand on dit FAB 1500 2003, il Voilà. est en kilos, hein, pour Oui, qu'on comprenne bien. Ouais, 100 kilos. Les 3 tonnes d'explosifs. Non, je ne sais pas si c'est 3 tonnes d'explosifs. En tout cas, la bombe fait 3 tonnes et je pense qu'il y a au moins 1500 kilos d'explosifs, puisqu'entre l'enveloppe et puis... 1500 kilos d'explosifs. Oui, bien sûr, c'est énorme. Des gros trous. C'est énorme. Et on voit qu'actuellement, les Russes mènent 2 opérations offensives dans cette zone. Une qui suit le réservoir du Dniepr, le réservoir qui a été asséché à l'issue de la destruction du barrage. Ah, ça, c'était, il me semble, en 2023, il me semble, la destruction du barrage de mémoire. Et en mai-avril 2023. Et ensuite, une autre opération offensive russe qui va vers Gouliapol et qui est en train justement d'atteindre les bords de cette ville. Hein. C'est une ville qui n'est pas une ville qui permettra aux Ukrainiens de résister fortement comme les forteresses du Donbass, puisqu'il y a très très peu de bâtiments de hauteur. D'ailleurs, il n'y en a aucun, quand on regarde quasiment. Il n'y a pas de bâtiments en béton. Ces bâtiments en béton qui, en fait, qui étaient d'origine soviétique, hein, qui avaient une utilité, certes d'habitat, mais également une utilité en cas de guerre, hein, pour permettre aux populations de se protéger, notamment dans les sous-sols des bâtiments. Donc cette zone-là est vraiment à surveiller, parce que je pense que si les Russes, ils cherchent à percer de toute façon, si les Russes percent à cet endroit-là, ils auront 2 options. Soit aller vers l'oblast de Kherson pour en refinaliser la conquête, en contournant Kherson, soit contourner par l'ouest les défenses du Donbass, ce qui permettrait éventuellement de nasser les forces ukrainiennes qui y sont actuellement. Alors je ne sais pas quel est l'état des réserves russes, hein, puisque c'est toujours compliqué de savoir. Mais en tout cas, il y a un élément quand même qui est symptomatique depuis le début de cette guerre, c'est que jamais les Russes n'ont bombardé les ponts sur le Dniepr. Donc ça interroge. Est-ce que c'est pour des raisons humanitaires, pour permettre aux populations éventuellement de continuer à évacuer vers l'ouest du Dniepr, vers la rive ouest du Dniepr? Est-ce que c'est pour des raisons de manque de munitions, en considérant que les ponts sont des objectifs difficiles à détruire? J'ai quand même du mal à croire à cet élément-là. Même si c'est difficile à détruire. Oui, c'est difficile à détruire, mais bon, ça se fait. Ça se fait. Donc, est-ce qu'ils ne veulent pas utiliser de manière indue des munitions pour détruire ces ponts? Mais en tous les cas, il est clair que si ces ponts étaient détruits, ça serait vraiment une difficulté pour les forces ukrainiennes qui sont à l'est du Dniepr. Donc ça interroge. Troisième option, est-ce que le fait que les ponts n'aient pas été détruits, est-ce que ce n'est pas en fait lié à un plan d'ensemble russe
plan stratégique avec différentes options et qui, en fait, permettrait peut-être au lieu de nasser les forces, de leur permettre d'évacuer parce que, en fait, les forces russes ne sont pas très, très nombreuses, hein. C'est une guerre de part et d'autre où il n'y a pas beaucoup d'effectifs, hein, puisque les Russes ont dit qu'ils avaient environ 700 000 hommes. 700 000 hommes avec les rotations, globalement, ça fait 300 000 hommes qui sont actifs sur le front, C'est pas mal en instantané. pour l'invasion C'est pas mal. tchèque. Oui, c'est pas mal, bien sûr, c'est pas mal. Mais en fait, c'est un front de plus de 1000 km, 1200 km, donc on n'est pas sur les masses d'hommes qui se sont battus dans cette zone-là pendant la Deuxième Guerre mondiale. On comptait en millions d'hommes. Donc il y a ces éléments-là qui interrogent, mais je reste persuadé qu'au plan militaire, je dis bien au plan militaire, si jamais il y a une surprise stratégique, elle arrivera dans cette zone-là, de la même manière que les Ukrainiens voulaient percer dans cette zone-là, mais bien sûr dans l'autre sens. Fréquence populaire, c'est notre média, mais c'est aussi le vôtre. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une manière particulière de s'organiser, de fonctionner. C'est un choix politique au sens noble du terme. Nous avons fait le choix de faire de Fréquence populaire un média, un véritable média organisé sous la forme d'une SKIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce que l'information, vous le savez, est bien trop captée par le pouvoir politique qui en use et en abuse, par l'oligarchie financière qui la possède, et par quelques actionnaires invisibles qui orientent la ligne éditoriale en fonction de leurs intérêts. Les coopératives de presse ont une longue histoire en France et en Europe. Elles ont émergé chaque fois qu'un peuple voulait se réapproprier son information. Des journaux ouvriers du 19e siècle, au grand titre de la libération organisée en coopérative, le principe a toujours été le même. Si l'information appartient à tous, alors elle peut servir l'intérêt général. Au contraire, quand l'information appartient à quelques-uns, elle ne sert que l'intérêt privé. Et lorsqu'un média appartient à celles et ceux qui le soutiennent, il ne peut être acheté, manipulé ou étouffé par des forces extérieures. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui avec Fréquence populaire. C'est pour ça que nous ouvrons ce média, comme nous vous en avions déjà parlé, à la souscription. Pour devenir sociétaire de Fréquence populaire média, eh bien nous vous appelons à une souscription de 150 € qui est déductible des impôts à hauteur de 66%, si bien sûr vous êtes soumis aux impôts sur le revenu. Vous verrez les informations sur une page dédiée que vous trouverez en bas de nos vidéos ou sur le site fpop.media. En devenant sociétaire, vous pourrez participer à la gouvernance de Fréquence populaire et contribuer à bâtir un média réellement indépendant en ayant accès aux comptes de ce média et, bien évidemment, en participant à bâtir sa ligne éditoriale. Si vous pensez que la démocratie commence par une information libre, si vous refusez de laisser l'actualité être filtrée par les intérêts privés, alors rejoignez-nous, donnez-nous la force de continuer le combat que nous menons, mieux encore que nous le faisons jusqu'à maintenant. Construisons ensemble un média qui ne doit rien aux puissants, un média qui n'appartient qu'à celles et ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, nous et bien sûr ceux à qui il est destiné, le peuple. Si on peut, sans rentrer dans les détails des opérations qui nous intéressent pas ici, il y en a d'autres qui le font, effectivement, Alexandre, sur History Legends, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est très bien fait, Sylvain Ferreira, enfin bon, d'autres s'occupent de ça. On constate quand même sur ces 1000 km de front que les Russes ont l'air de pousser à 8 ou 9 points différents, alors qu'il y a encore un an, ils ne poussaient que sur 2 points en même temps. On peut supposer qu'il y a plus d'effectifs, ou alors que c'est un piège pour leurrer l'état-major ukrainien qui ne sache pas où mettre ses dernières réserves. Mais visiblement, il y a une poussée générale qui, en tout cas, peut-être ce ne sera pas la poussée stratégique dont vous parlez dans le sud, mais qui a porté ses fruits à Pokrovsk, à Mirnograd, à Kupiansk, où on parle d'une brigade entière qui est encerclée. On se demande d'ailleurs pourquoi à nouveau les Ukrainiens abandonnent des soldats plutôt que de les faire reculer comme avaient fait les Russes de Kherson. Bon, donc il y a deux questions. Il y a pourquoi est-ce que les Ukrainiens restent statiques comme ça alors qu'il y a un encerclement, et est-ce que c'est à différents endroits des Russes n'indiquent pas soit une offensive générale, soit des leurs pour aller peut-être vers le sud. Alors, la poussée générale des forces russes, c'est révélateur d'un rapport de force, en fait, d'un rapport de force sur le plan des effectifs qui est en la faveur des Russes et qui est en défaveur des Ukrainiens, parce que
Comme je l'ai déjà dit, la stratégie d'attrition, russe a surtout amenuisé le centre de gravité ukrainien qui est la ressource humaine mobilisée et mobilisable. Et c'est, ce centre de gravité-là qui va faire qu'à terme, je pense, l'armée ukrainienne ne pourra plus, avoir la résistance qu'elle a toujours actuellement, hein, même si la poussée générale. C'est une des conséquences, Mmh, inévitable de la guerre d'attrition. C'est pas tellement sur les matériels que la différence ça fera sur la ressource humaine. Ça veut dire aussi que d'un autre côté, quoi qu'on en dise, l'armée russe n'est pas épuisée, loin de là, et ça veut dire que si elle n'est pas épuisée, elle n'est pas épuisée au plan humain. C'est-à-dire que les ressources humaines, russes sont toujours, suffisantes pour avoir ces offensives généralisées. Alors il y a beaucoup d'analystes ou de commentateurs heu, qui spéculent sur les pertes de part et d'autre. Hem, c'est compliqué. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces décomptes, mortifères, mais c'est toujours intéressant. Il y a des éléments qui sortent, notamment sur Mediazona, qui est un média de l'opposition russe, qui travaille pour la BBC, où il y a des éléments qui sont intéressants pour les pertes russes. Alors quand je parle des pertes, c'est les morts, hein. Les morts qui sont évalués entre 120 000 et 240 000, puisqu'ils en ont 120 000 en fait, qu'ils ont comptabilisés globalement, et avec, une clé, probabiliste, ils arrivent à monter le chiffre à 240 000 parce qu'au départ, ils n'avaient pas cette clé probabiliste et ça posait des problèmes à la BBC, évidemment, par rapport au narratif qui était servi dans les médias occidentaux, et notamment la BBC. Donc il y a ce décompte-là, et puis côté ukrainien, il y a d'autres décomptes. Alors je ne veux pas rentrer dans ces éléments-là. Ce qu'il faut, c'est observer en fait les conséquences éventuelles de part et d'autre, c'est-à-dire chez les Russes ou chez les Ukrainiens, de pertes importantes ou massives. En l'état, chez les Russes, on ne constate pas d'effet, de conséquences d'éventuelles pertes massives. L'armée russe est toujours à l'offensive. Il n'y a pas de vraie pause opérationnelle. Il n'y a pas de problème de recrutement, puisqu'ils font appel essentiellement à des volontaires. Alors bien sûr, on peut prétexter que ces volontaires-là sont payés très, très, très cher, hein, par rapport au salaire moyen russe, mais qu'il y a également un élan patriotique. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde actuel, euh, si les pertes russes étaient massives, il n'y aurait pas autant de volontaires. Parce que il y a une rationalité quand même derrière le volontariat, et il considérerait que, l'enjeu, et le risque seraient trop importants. Alors que du côté ukrainien, on voit qu'il y a très nettement les conséquences de pertes importantes. D'abord, une modification de l'âge de mobilisation qui est descendu à 25 ans, même si en Ukraine, il y a certains, responsables qui voudraient qu'il soit encore baissé. Les désertions qui sont importantes, qui sont évaluées mensuellement entre 20 000 et 30 000 hommes qui quittent, de manière, individuelle, ou leur unité ou leur position. Le ramassage, des réfractaires, puisque les gens qui sont mobilisables et qui ne se présentent pas au bureau de recrutement, eh bien, sont raflés dans les rues. Et puis, cette fuite importante des jeunes Ukrainiens, à l'extérieur du pays, à l'extérieur des frontières de l'Ukraine, et notamment en Allemagne, puisque le chancelier Merz s'en est plaint, dernièrement auprès du président Zelensky. Donc, très honnêtement, ce sont les conséquences de pertes importantes, hein, qui touchent, sévèrement la société ukrainienne. Et comme je l'ai dit, si l'armée ukrainienne, s'effondre partiellement, à un moment donné, je pense pas qu'elle s'effondrera, totalement. S'il y a vraiment une faille qui se crée dans le front, de manière à ce que les Russes puissent s'engouffrer, eh bien cette faille arrivera à cause de ces pertes humaines, et pas par le manque de matériel ou le manque de munitions. Mmh. Alors, dans le même temps qu'il y a cette offensive, peut-être à cause de cette offensive multiple russe, cette pression sur le front, les États-Unis, par Donald Trump, ont fait une proposition d'un plan de paix en 28 points, qui a été retravaillé par les Européens et Zelensky, qui est retravaillé par les Américains, avec un certain mépris pour les Européens, marqué nettement par le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, américain. Est-ce que, d'après vous, c'est parce qu'il y a une offensive et qu'ils craignent justement un effondrement ukrainien,
ou c'est pour d'autres raisons plus stratégiques que les Américains veulent se débarrasser au plus vite et enterrer cette affaire? Bon, depuis le départ, les Américains, depuis la nouvelle administration Trump, veut arrêter cette guerre, pour différentes raisons. D'abord, les États-Unis ont atteint leurs objectifs stratégiques, qui étaient le découplage entre la Russie et puis, l'Europe et notamment l'Allemagne. Heu, Ensuite parce qu'ils ont d'autres objectifs géopolitiques et ils se projettent, dans un monde, post-guerre, un monde multipolaire et un monde, dans lequel les enjeux, géopolitiques, ne seront pas ceux peut-être, de l'ancien monde et notamment, l'Arctique et également, l'Asie qui est vraiment la zone de croissance économique, actuellement et pour le XXIe siècle. Donc ils veulent solder, cette guerre et pour cela basculer vers, une nouvelle organisation, internationale avec des rapports entre États et notamment entre grandes puissances. Alors bien sûr les États-Unis, la Chine, la Russie et bien évidemment l'Inde et peut-être bientôt le Brésil, hein, et ces rapports, entre grandes puissances vont se faire avec des espaces, qui vont être bien compris de part et d'autre, hein, des espaces de coopération, des espaces de compétition et parfois des espaces également de confrontation qui pourraient arriver, que ce soit sur le plan économique et peut-être, sur d'autres champs. Donc ça, c'est le monde, tel que les États-Unis de l'administration Trump, le voient et Que ne le voient pas les Européens, peut-être. non, mais par contre, c'est le monde tel que le voient, les Chinois et les Russes. Et notamment les Russes qui ont, une position majeure sur l'exploitation de l'Arctique, que ça soit sur la route du Nord ou même sur les richesses encore inexploitées, que possède, le territoire de la Fédération de Russie en Arctique. C'est pour cela que lorsque on imagine, la Russie, attaquer, un pays de l'OTAN, sur le plan, géopolitique, ça n'a pas grand sens, hein, puisque avant qu'il y ait la guerre, en termes de prospective, un des champs de croissance majeurs pour la Fédération de Russie, c'est justement l'exploitation de l'Arctique. Et on voit que les Américains sont très intéressés par cela. Et donc, je pense que les Américains sont déjà en train de se projeter dans ce monde, multipolaire où ils n'auront pas la suprématie, n'auront plus la suprématie, mais ils arriveront à défendre leurs intérêts et à coopérer de manière, on va dire, intelligente avec, les autres acteurs de ce monde. Alors les C'est Européens, déjà le cas, parce que ouais, Exxon a signé un contrat sur les îles Sakhalines, justement au nord de passer l'Arctique, alors qu'il demande aux Européens de ne pas acheter de pétrole et de ouais, gaz russe. Euh, c'est déjà ce monde-là, en fait. ouais, mais même sur le plan aérospatial, en fait, le plan aérospatial, la coopération internationale perdure toujours avec la Russie et la Russie est un élément fondamental pour le fonctionnement et l'entretien de la station internationale. Donc il y a des éléments de coopération, même dans le domaine, de l'énergie nucléaire, qui sont patents entre ces puissances-là. Et de toute manière, il y a des interdépendances qui sont tellement poussées, alors là, c'est entre la Chine et les États-Unis, qui font que, un conflit armé me paraît assez improbable, même entre la Chine et les États-Unis, quoi qu'en disent, les atlantistes, d'ici. Alors les Européens, le problème des Européens, c'est que, bah, ils se sont cornérisés eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à se projeter, à en dehors et de ce conflit, sur lequel ils se sont focalisés, je dis bien le conflit en Ukraine, et en réagissant comme s'ils étaient eux-mêmes, hem, partie prenante directe dans ce conflit, hein. À tel point qu'ils ont défendu parfois les intérêts de l'Ukraine, en oubliant totalement les leurs et ce qu'ils continuent d'ailleurs à faire. Et ils sont complètement cornérisés et même je dirais, ils se sont devenus des has-been en fait, hein. Ils ne comprennent pas le monde qui est en train de se construire et c'est un monde, de toute façon les seules entités reconnues en termes de droit international sont les États-nations, de toutes les manières et pas les conglomérats, d'États, comme, l'Union européenne. Alors évidemment, les fédéralistes souhaiteraient arriver vers un État fédéral européen, mais on voit que c'est extrêmement compliqué du fait de l'espace géographique qui a réuni des pays, qui n'ont pas grand-chose en commun parfois, hein. Quel point commun entre le Portugal et la Pologne, hein, sur le plan géopolitique, sur le plan des intérêts stratégiques, sur le plan, même économique.
On voit qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde centre-européen, nord 3 mondes, centre-européen, nord-européen et également méditerranéen. Et c'est très, très intéressant d'ailleurs de l'observer comme cela, puisque la France, d'une certaine manière, est un pays carrefour entre ces 3 mondes. Mais cette Europe fédérale, à mon avis, est une utopie et l'Europe en l'état, l'Union européenne, n'est pas reconnue par les grands acteurs, de ce monde multipolaire, hein, que ça soit les dirigeants chinois, les dirigeants russes, les dirigeants turcs. Il faut se rappeler l'accueil qui avait été, fait à madame von der Leyen lorsqu'elle était venue à Ankara, c'était justement en 2020 il me semble, avant le conflit, en Ukraine, 2020-2021. Elle avait été très, très choquée, mais en fait, le président de l'Union européenne avait été reçu comme un président, même si c'est, un président d'une collectivité, économique, et réglementaire, on va dire. Mais elle avait été, reçue, comme une personne tout à fait quelconque. C'est ce qui s'est également passé lorsque le président Macron, a eu du mal à se déplacer tout seul en Chine et que les Chinois ont accueilli, madame von der Leyen comme quelqu'un qui ne compte pas. Voilà, donc ça c'est la réalité. J'ai envoyé le ministre du tourisme. Oui, c'est exactement, oui. Ils ont de l'humour. Oui, c'est de l'humour. Ils ont de l'humour, c'est l'humour chinois. Voilà, donc non, l'Union européenne, alors est-ce que pour nous qui en sommes plutôt souverainistes, est-ce que c'est plutôt, bon signe de voir, cette catastrophe, se présenter pour l'Union européenne, hein, puisque ce projet, d'union Parce que politique, Bruxelles se projette dans la guerre au point où ils disent la défaite de l'Ukraine, c'est la défaite de l'Europe. Et ils sont pas plus devant. la défaite de l'Europe, oui, c'est la défaite de Bruxelles peut-être? Et des pays qui ont manqué de prudence et de recul par rapport à ce qui se passait. Mais, on voit qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui sont quand même, très, très réservés par rapport à tout ce qui se passe, à différents égards. La Slovaquie, la Hongrie, l'Espagne, on en parle très peu, mais l'Espagne également est assez circonspect. L'Italie. Maintenant que l'on commence à parler de l'hypothèse, de la confiscation des avoirs on voit que la Belgique également, est également assez, sur la retenue, on va dire. Et donc on en revient à ce que l'on disait, c'est que les intérêts ne sont pas convergents, ou alors ils sont artificiellement convergents. Et c'est le drame de la France, où on a un président qui cherche à faire converger artificiellement, les intérêts de la France, vers ceux de l'Europe, ceux de Bruxelles, tels qu'ils sont définis, alors que lorsqu'on s'y intéresse de manière, tout à fait, heu pragmatique, eh bien, les intérêts de la France, bien souvent, ne convergent pas avec ceux de l'Union européenne et ceux qui sont édictés par Bruxelles, c'est-à-dire, souvent avec les intérêts de l'Allemagne, il faut le dire. Comment est-ce que vous percevez dans ce cadre-là les propos qu'a tenus le chef d'état-major des armées, le général de l'armée de l'air, Aurélien Mandon, devant les maires de France, en une sortie de route un petit peu constitutionnelle? Enfin bon, on imagine mal qu'il le fasse sans l'accord, si ce n'est la demande du président de la République, Emmanuel Macron, et de se projeter dans une guerre qui viendrait dans 3 ou 4 ans, euh, directe en fait, face à la Russie. Bon, d'abord, donc comme je l'ai dit, j'ai eu plusieurs métiers dans ma carrière professionnelle. Il se trouve qu'en ce moment, je fais du conseil en gestion et communication de crise. Donc la première, Il pourrait vous appeler de l'Élysée. non, non, mais et bref, je vais pas ouvrir la parenthèse. Mais lorsque l'on fait de la communication, en fait, la communication, d'une certaine manière, la communication politique ou de crise, on poursuit un objectif. Et l'objectif du général Mandon, ça devait être mobiliser les maires en fonction du projet de montée en puissance des forces françaises en vue d'un hypothétique, conflit direct avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Alors déjà, on pourrait, s'intéresser à cet art divinatoire qu'il pratique, hein. Pourquoi dans 3 ou 4 ans? Dans quelles circonstances? Alors même si bien sûr on peut imaginer que si jamais il y avait des tensions, importantes, sur l'exclave de Kaliningrad, sous la pression de l'OTAN, peut-être des pays baltes et d'autres pays,
anciennement neutres et qui maintenant font partie de l'OTAN, peut-être que les Russes réagiraient de manière importante. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc je pense que c'est vraiment cet endroit-là où il pourrait y avoir une bascule de l'affrontement vers une confrontation et des hostilités peut-être directes, peut-être sur un court espace-temps et de manière qui mériterait d'être imaginée. Alors ce qu'ont fait les militaires, bien sûr, dans le cadre des plans de l'OTAN, et de l'autre côté aussi, de toute manière, je parle des Russes. Voilà, c'est ça, c'est là vraiment, et là, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion et un vrai scénario qui pourrait se développer. Donc une Alors, option sur la table. comment? C'est une option sur la Oui, mais c'est l'option la plus plausible si jamais, c'est-à-dire que les Russes se sentiraient Kaliningrad menacé et le couloir qui permet de l'alimenter sur le plan logistique. Et là, il y aurait certainement une montée très forte des tensions. Et la Russie ne laisserait pas faire. Donc j'en reviens à l'objectif, donc l'objectif mobiliser. Donc lorsqu'on cherche à mobiliser, on cherche à développer un message qui est adapté à l'auditoire. Donc le message adapté à l'auditoire, les maires, et dans des circonstances qui sont particulières, sachant que l'auditoire que vous avez en face de vous, ce sont des responsables politiques, des élus locaux, qui ont la caractéristique d'être les élus locaux euh, dans lesquels les Français ont le plus confiance, mais qui représentent toutes les tendances politiques. Et ce sont des gens qui sont au contact de la population et qui ne sont pas du tout coupés des réalités du pays. Eh bien, là, c'est échec complet, voire pire. Lorsqu'on regarde les réactions à l'issue de cette prise de parole, c'est que non seulement l'objectif de mobilisation n'a pas été atteint, mais en plus, il y a eu une réaction de rejet quasi unanime, et avec une anxiété généralisée qui a été propagée aussi bien chez les élus que dans la population via les médias. Donc, objectif raté. Donc, rien n'est allé dans cette prise de parole, hein. Aussi bien le message que les circonstances, rien n'allait, rien n'allait. Alors après, il y a eu quelques tentatives de rattraper, mais sans jamais, comment dire, sans jamais faire baisser le niveau de stress qu'avait entraîné la prise de parole, hein. Et donc les prises de parole qui ont suivi, en fait, n'ont fait que continuer sur le même type de message. Alors que souvent, lorsqu'on s'est trompé de message en communication, je vais me dire: «Bon, écoutez, voilà, dire pas je n'ai pas été compris, non, j'ai été un peu trop loin, voilà ce que je voulais dire, en fait. Je voulais dire que, parce qu'il y avait un message qui était assez simple quand même à donner à la représentation nationale, dire voilà, on est dans un monde d'incertitude géopolitique et géostratégique. Actuellement, il y a une montée des tensions du fait de la guerre en Ukraine entre les pays de l'OTAN et la Russie. Peut-être que dans quelques années, cette montée des tensions pourrait amener à une confrontation plus directe entre la Russie et nos pays. Et pour cela, je vous demande de prêter attention à la montée en puissance des forces armées françaises dans le cadre de l'effort budgétaire, mais également dans le cadre d'un effort de recrutement et notamment de ressources humaines via le service militaire volontaire. Et là, le message, il n'est pas du tout le même. On ne parle pas de donner le sang des enfants, c'est un message qui est totalement différent. Et donc là, honnêtement, ça n'a pas été un grand succès. Est-ce que, alors, si on met à part le fait qu'Emmanuel Macron est en même temps très atlantiste et en même temps très brouillon, est-ce que tout ça n'est pas le symptôme d'un problème un peu euh, d'inadaptation de nos armées au monde nouveau? Justement, ce monde changeant, on n'a plus un OTAN aussi solide qu'il a pu l'être, avec les États-Unis qui s'écartent un peu, qui se mettent à discuter le bout de gras et à nouer des relations commerciales avec la Russie, avec un monde qui est multipolaire, les Américains qui semblent plus se focaliser sur l'Amérique du Sud, dans leur vieille tradition géopolitique.
des Européens qui, entre autres les Français, qui ont modifié leurs armées pour avoir des armées quasiment de guerre coloniale, pour aller faire le coup de feu en Libye, en Afghanistan, en Afrique de l'Ouest. Oui, et là, qui sont confrontés à une guerre de masse pour lesquelles on voit bien, ils n'ont pas les moyens, même après 3 ans et demi. Est-ce qu'en fait, il il n'y a pas une réflexion au sein de l'armée? Est-ce qu'on se dit pas: «On n'est pas adapté» et ça part un peu dans tous les sens? Bon, Et sinon, est-ce qu'il ne faudrait pas, revoir complètement moi, l'organisation de nos armées? bon, je suis pas aux affaires, mais je vois à peu près tout ce qui sort de l'état-major des armées, notamment de l'état-major de l'armée de terre. Alors, il y a une réflexion actuellement. Tout le monde est conscient de l'inadaptation du modèle actuel au regard de ce qui se passe, sur le terrain en Ukraine. Alors je dis bien sur le terrain, hein, parce que le cœur de la guerre en Ukraine, c'est quand même une guerre, qui se passe, sur terre, hein. C'est 2 armées, de terre qui s'affrontent, hein, même si derrière il y a eu quelques opérations navales et puis également des opérations aériennes. On est quand même sur un conflit, très, très terrien. Il y a une réflexion à différents niveaux, bien sûr, sur le plan, des moyens qui sont utilisés, sur le plan des doctrines, avec l'avènement des drones alors c'est pas nouveau les drones, hein, puisque Daesh les a utilisés lors du conflit au Karabakh, les Azerbaïdjanais les ont également utilisés, ce qui leur a permis d'ailleurs de gagner la 2e phase de la guerre. Donc ce n'est pas nouveau, mais là maintenant c'est un sujet qui est omniprésent et qui est vraiment pris en compte par les 2 belligérants directs. Actuellement, les 2 seules armées qui sont adaptées au monde à ce type de conflit, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne. Toutes les autres sont complètement, dépassées. Elles sont dépassées. Alors elles cherchent Peut-être les Chinois. peut-être les Chinois, ouais, c'est vrai, peut-être les Chinois. Elles sont dépassées, oui, parce qu'ils bénéficient des enseignements des Russes et puis, ils observent ça depuis le début. Oui, heu alors, nos armées sont dépassées, mais vont chercher à prendre le chemin en route, de manière à se réaligner par rapport à ces nouveaux enjeux, militaires. Le problème, c'est que, pour des raisons idéologiques et politiques, on observe beaucoup ce que fait l'armée ukrainienne. Or, en l'état, l'armée qui a le dessus, c'est l'armée russe. On se refuse à aller voir ce que fait l'armée russe. Vraiment? Ah, je pense, ouais. Et alors que les enseignements, il faudrait les tirer des 2 côtés, en fait. Ah, du côté ukrainien sur la partie, défensive et côté russe sur la partie offensive. Quand on dit offensive aussi bien au niveau tactique qu'au niveau opératif et au niveau, stratégique. Donc ça, c'est un petit peu le constat que l'on peut faire du retour d'expérience de la 2e guerre mondiale où, les alliés ont tiré beaucoup d'enseignements des généraux allemands, mais qui avaient perdu la guerre, en fait. Alors, il était intéressant de s'intéresser à ce qu'ils avaient fait, notamment sur le plan défensif, puisque jusqu'à la fin, c'est une armée qui a combattu de manière efficace. Mais sur le plan offensif, il aurait fallu peut-être s'intéresser également à, à une autre armée qui avait écrasé quasiment la majeure partie des forces allemandes à l'époque, c'était l'armée russe. Voilà, et Et c'est pas pour la même raison, parce qu'on a un peu une idéologie, comme on entend dans les médias, de masse: «Oh les Russes, ils envoient des vagues de soldats», heu, non, mais alors c'est faux, mais oui, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette forme de mépris et de racisme qui empêche de comprendre ce qui se passe en fait, hein. Et, et, et je pense même que les Russes en ont joué lors de l'offensive ukrainienne de l'été 2023. Il faut se rappeler de toutes ces vidéos de soldats russes démoralisés ou sous qui circulaient. Et comme par hasard, une fois l'offensive terminée et qu'elle a échoué, ces vidéos ont complètement disparu. Moi, je soupçonne fortement les Russes d'avoir mené une campagne de désinformation, avec 2 cibles. D'abord les Ukrainiens pour les persuader que même si les défenses russes étaient importantes, eh bien, ils pouvaient attaquer sans suprématie des feux et sans aviation, parce qu'en face, ils allaient détaler, en fait. Et deuxièmement, les Européens pour pousser les Ukrainiens ensuite à renouveler les assauts quasiment de manière suicidaire pendant, pratiquement un trimestre. Donc, parfois l'adversaire peut jouer, de ce mépris, que l'on peut avoir vis-à-vis de lui et je pense que les Russes en ont énormément joué justement. est-ce que, est-ce que les armées de l'OTAN et donc la nôtre
tire-t-elle réellement les enseignants, même de l'armée ukrainienne? Parce que, heu, avec moins d'expertise que vous, mais je suis tout ce qui se passe et j'ai l'impression que l'armée russe a beaucoup évolué en 3 ans et demi, beaucoup réorganisé, du plan tactique au stratégique. Ils ont appris une nouvelle guerre, qu'au début ils ne maîtrisaient pas, visiblement. Et nous, on semble ne pas avoir évolué. J'en veux pour preuve tous ces articles qu'on est en train de traduire pour Fréquence Populaire, sur lesquels on travaille venant d'Ukraine, d'étonnement des militaires ukrainiens qui ont une expérience de combat, qui vont faire des formations ou des améliorations, ou apprendre de nouvelles armes, en Pologne, en France, en Grande-Bretagne, et ils disent: «Mais c'est étonnant, on est toujours formés, entre guillemets, par des gens qui ont des retours d'expérience d'Irak et d'Afghanistan qui correspond à rien. Ils n'ont l'air, au bout de 3 ans et demi, ils ont l'air de toujours pas avoir, et c'est des articles Ouais, assez critiques oui, dans oui. la presse Mais ukrainienne. mais c'est ce que je disais, les 2 seules armées qui sont capables de combattre dans l'environnement actuel d'une guerre de haute intensité, notamment avec la menace des drones et cette hypersurveillance du champ de bataille, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne, aujourd'hui. Toutes les autres armées sont dépassées. Elles sont Oui, mais on dépa pourrait tirer les enseignements des mais Ukrainiens. oui, mais en fait, le problème, c'est que les armées sont des technostructures. Nos armées, quoi qu'on en dise, ne sont pas en guerre. Donc entre le moment où il y a un enseignement, heu, qui arrive, par exemple de l'Ukraine et le moment où il est, mis, en œuvre pour être testé, pour améliorer, le format des unités, pour améliorer, les tactiques et retranscrire tous ces enseignements en doctrine, ça prend du temps. Ça prend du temps et en plus, il y a, cette nécessité également d'avoir les matériels qui permettent aussi bien de simuler dans l'entraînement, les drones, notamment les FPV, et puis également, d'avoir les moyens de pouvoir également se défendre, face à ces nouvelles menaces et également simuler lors des entraînements la défense face à ces nouvelles menaces. Sur le plan du combat d'infanterie, bon moi je suis un ancien fantassin, il y a des éléments quand même qui deviennent patents. Lorsqu'il y a la menace drone qui est omniprésente, il n'y a plus de manœuvres avec des véhicules blindés lourds. C'est uniquement des véhicules légers, motos, quads et des équipes d'infanterie qui sont de 3 ou 4 et qui s'infiltrent par comme ça, équipe de 3 ou 4 et et c'est vraiment du combat presque, décentralisé, d'infiltration, ce qu'on appelle une attaque en souplesse en fait, hein, qui est systématique. Et lorsque la menace drone, pour différentes raisons, en raison de la météo, en raison, de les Russes utilisent, des fumigènes en ce moment, hein, ou parce que tout simplement ils ont détruit ou neutralisé le centre de mise en œuvre, des drones, hein, des Ukrainiens en face, et bien là, ils reprennent les manœuvres blindées mécanisées. Mais autrement, quand la menace drone est omniprésente, il n'y a plus de mouvements, type blindés mécanisés, qui sont réalisés. Or, nous, pour l'instant, nos manœuvres, interarmes, heu, sont encore basées sur des axiomes qui datent en fait de l'époque où le conflit de haute intensité se concevait sans la menace drone. Donc, il va falloir que tout cela évolue, bien sûr. Mais bon, il y a eu c'était la 7e BB, la 7e brigade blindée qui, l'été dernier a fait, une manœuvre justement qui était axée, sur la menace drone et en utilisant, parce qu'ils n'ont pas encore les compétences, des partenariats avec des opérateurs civils pour simuler la menace drone FPV, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, il faut quand même être indulgent. Alors je sais qu'à un moment donné, il y a une manœuvre du REP, qui s'est passée à Calvi, tout le monde s'est jeté sur la manœuvre. D'abord les manœuvres ou les exercices, sont pas des démonstrations, hein. Derrière, il faut qu'il y ait un retour d'expérience. Ça, c'est le premier point et puis ensuite, c'est un régiment qui faisait son exercice. Donc le régiment, il a des moyens qui sont assez pauvres, hein, donc son plastron, il va le tirer du régiment. Il a pas les moyens de trouver, ou le temps de trouver des gens qui vont utiliser les drones pour simuler des attaques de drones. Ensuite, la partie de la manœuvre qui a été visible, en vidéo, c'était dans la ville de Calvi, donc c'est une manœuvre en terrain libre, en zone urbaine, occupée, donc il y a plein de conventions de manœuvre, sur le plan de la sécurité, pour éviter quand même de gêner aussi la vie de la cité. Donc c'est pas à partir d'images comme ça que l'on peut, se moquer d'ailleurs, sans vraiment,
d'ailleurs connaître ou comprendre ce qu'est un montage de manœuvre Non, je extraordinaire. pensais pas à ça, je Ouais. pensais plutôt aux unités ukrainiennes qui sont en formation en Pologne Ah oui. et qui ont fait des exercices d'attaque, Mm. entre autres avec des parachutistes, dans les articles qu'on traduit, des Oui. parachutistes tchèques, Hein? qui leur ont demandé: «Est-ce que vous pouvez utiliser moins de drones?» Et les Ukrainiens de rire: «Oui, mais c'est la Ah, je n'étais réalité. pas au courant. Ouais. Justement, on vous voit arriver et c'est comme ça, vous pouvez plus arriver Non, mais, à 150, ça mais, marche mais, pas». mais lorsque la guerre sera terminée, puisque ce sera compliqué d'avoir des enseignements de la part des Russes, mais il est clair que les Ukrainiens auront énormément d'enseignements à apporter. C'est Qu'ils ont clair, survécu. c'est clair. Ben oui, c'est sûr. Parce que, en fait, euh, ce que je te dis, les unités actuellement manœuvrent avec les doctrines d'emploi de la guerre d'avant, en fait. C'est terminé. On est un peu dans l'armée française ou les armées européennes sont un peu dans la même situation que l'armée de Napoléon III en 1870. Une armée professionnelle qui avait l'habitude de faire des opérations outre-mer, donc plutôt une armée de corps expéditionnaires, et qui est confrontée à une armée de conscrits qui vient de faire un conflit de haute intensité face aux Autrichiens, avec la victoire de Sadova. Et là, on est un petit peu dans ce même type de décalage. C'est qu'actuellement, il y a deux armées qui pratiquent le conflit de haute intensité du XXIe siècle, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne, et toutes les autres, entre guillemets, sont complètement incompétentes, oui, on va le dire, pour l'instant, face à ce type d'affrontement. Oui, 1870, je trouve, est un très, très bon, Ah oui, mais parallèle historique, il y a ce vrai décalage. alors sans savoir exactement ce qu'il faudrait faire, mais de votre point d'observation et avec vos connaissances, compte tenu de l'évolution de la guerre, de l'apparition des drones, de la surinformation du champ de bataille, du retour pourtant de cet affrontement de masse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer, notre armée qui est pour le moment toujours une armée de corps expéditionnaire, à autre chose? Est-ce qu'il faut remettre du service, militaire? Est-ce qu'il faut faire une réserve comme font de type, américaine avec les gardes nationales? Est-ce qu'il faut augmenter les volumes? Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens? Est-ce qu'il faut se préparer à nouveau à des affrontements, dans les plaines d'Europe centrale? Alors là, je vais prendre un exemple quand même, l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, bon, qui est une armée de conscription, elle a un corps blindé mécanisé, elle a des brigades blindées, des brigades mécanisées, et elle a des forces territoriales. Et à l'époque, dans les années 80, il y a très longtemps, quand j'étais jeune militaire, dans le régiment où j'étais, tous les régiments étaient comme ça. J'étais dans le corps blindé mécanisé, le régiment d'infanterie mécanisé, et on avait toujours un régiment dérivé de réservistes qui était en charge, en fait, de la défense opérationnelle du territoire. Hein, donc, pour tenir le terrain, hein, puisque le risque à l'époque, c'était que si le corps blindé mécanisé était engagé face au pacte de Varsovie en Allemagne, eh bien le risque c'était qu'il y ait des opérations en fait commando de la part des Spetsnaz sur les arrières, notamment sur les pays de l'OTAN ou du pacte de- d'Atlantique Nord. Donc le sens du service militaire volontaire, alors service militaire volontaire, il y a quelque chose qui cloche, hein. Soit le service militaire il est obligatoire, soit c'est autre chose. Mais enfin bon, bref. Oui, parce qu'on a trouvé que le service Ouais. militaire volontaire, ça s'appelle s'engager dans l'armée. Voilà, exactement. Donc bref, je ne sais pas si ça va être très, très attractif, vu ce qui est proposé, parce que dans ce cas-là, pourquoi ne pas s'engager, hein, très honnêtement, hein. Bon, j'ai du mal à comprendre l'objet marketing, en fait, hein. J'ai quelques doutes sur son effet. En plus, il y a la possibilité également d'avoir des contrats de réserve, hein. Il y a il y a C'est pour ça que je parlais d'esprit brouillon, tout est fait un peu n'importe comment. Oui, en fait, il y a un aspect de communication, alors, c'est clair que dans les armées, il y a cette volonté d'augmenter un effectif et notamment d'avoir une capacité d'action sur le territoire national, puisque la défense opérationnelle du territoire, depuis, la fin de la conscription, repose sur la gendarmerie mobile, hein. Donc, ces pauvres gendarmes, on leur fait faire plein de choses, hein. Déjà avant, c'était compliqué pour eux puisqu'ils avaient également cette mission-là dans les années 80, mais là, maintenant, ça devient encore plus compliqué quand on voit de la manière dont ils sont sollicités sur le plan des interventions de maintien de l'ordre sur le territoire national. Donc en tous les cas, je pense qu'il y a cette, volonté d'avoir des forces, de type territorial, de manière à pouvoir tenir des positions et peut-être
à l'extérieur, dans le cadre d'un conflit en Europe, mais surtout de défendre le territoire national, d'être en capacité de défendre le territoire national. Alors quand je dis défendre le territoire national, c'est des points sensibles, des points importants, des sites stratégiques. On est là-dessus. Donc c'est un petit peu le sens de cette volonté de faire monter en effectif les armées. Alors la montée en effectif des armées, elle concerne avant tout l'armée de terre, parce que l'armée de terre, c'est par essence une armée d'effectifs. Les autres armées qui sont plus techniciennes ont besoin de beaucoup moins d'effectifs, que ce soit l'armée de l'air ou, la marine. Donc oui, alors c'est vrai que c'est assez brouillon parce que moi ça m'interroge, hein, puisqu'il y a quand même les contrats réserves, il y a des régiments qui ont déjà des compagnies de réservistes, hein, et il y a même un régiment en région parisienne, c'est le 24e régiment d'infanterie qui est à 100 formé de réservistes. Au Donc fort de Vincennes. oui, je crois qu'ils sont maintenant, à Versailles dans l'ancien camp du 5e régiment de génie. Voilà, donc il y a c'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va pouvoir, fonctionner parce qu'il faut que ça soit attractif, il faut que ça soit clairement, compris, hein. Est-ce qu'il y a vraiment une cible? Est-ce qu'il y a vraiment, des gens qui vont des jeunes, hommes et femmes, mais surtout des hommes, je pense, qui vont être attirés par cette perspective, sachant que, comme j'ai dit, hein, soit ils s'engagent dans un régiment, soit ils font une école de sous-officiers. En fait, je veux dire, c'est l'objet marketing, j'ai du mal quand même à le cibler. Alors que, il y a des pays qui fonctionnent comme ça avec des citoyens armés. Bon, je ne vais pas parler d'Israël parce que c'est éloigné et puis ça pourrait être polémique, mais on va pas parler de la Suisse. La Suisse, dernièrement, ils ont fait une votation pour savoir, au sein de la Suisse si, ils voulaient abandonner le service militaire obligatoire. En fait, à 65 les gens ont été favorables à la poursuite du service militaire obligatoire en Suisse. Donc l'armée suisse, c'est une armée qui est imposante sur le plan des effectifs et même des matériels d'ailleurs, hein. Donc moi ça m'interroge également ensuite sur le plan de l'organisation, sachant qu'on a vendu quand même la plupart des locaux qui auraient permis, éventuellement d'accueillir une montée en puissance, des armées, hein. Parce que le problème, il est là, en fait, c'est qu'on a suspendu, le service militaire, mais en fait, on l'a arrêté, parce que sur le plan logistique, on a vendu tout ce qui aurait pu permettre une quelconque remontée en puissance, en fait. Donc les armées sont à l'os, ça va leur coûter, quand même, ça va leur coûter, j'ose espérer pour les armées, notamment pour l'armée de terre, que ça sera pas pris sur les budgets. Alors, parce qu'il y a la prévision budgétaire, hein, mais il y a la réalisation budgétaire. Et ça, c'est 2 choses totalement différentes. Parce que chaque année, il y a des crédits qui ne sont pas, utilisés. Et donc ces crédits sont glissants. Donc, entre une planification budgétaire, une loi de programmation et ensuite la réalisation budgétaire annuelle, parfois il peut y avoir des écarts qui sont importants et qui sont d'autant plus importants qu'il y a une tension budgétaire au sein de l'État français. Ah, je pensais également à tout ce qui est plus spécialiste, comme vous aviez dit. On sait que déjà l'armée professionnelle avait des problèmes, outre les informaticiens, les ingénieurs, les spécialistes en cybersécurité, cyberattaques, hackers, parce que bon, payer sergent-chef quand on peut se vendre 3 ou 4 fois, 5 fois plus cher dans le privé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Heu, il va falloir bien penser à un système pour avoir justement des dronistes mobilisables. C'est pas des gens qui courent avec des fusils, Ouais, dans la montagne, c'est intéressant. et des hackers, C'est intéressant ce que vous dites parce que je pense que, au regard de ce qui se passe, sur le front ukrainien, la 1re recherche, de compétences doit être, sur les dronistes, en fait. Ça devrait être, je pense qu'ils y ont pensé, bien sûr. Mais alors là, il pourrait y avoir des dronistes volontaires, mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne seraient pas réservistes? C'est ça que je comprends oui, pas. ça. Je comprends pas l'articulation, en fait. Sachant que ce qui est offert, sur le plan des rémunérations, c'est, 1 000 € par mois, je crois, entre 900 et 1 000 € 800. ou 800. Ouais, non, ça fait 2 fois le RSA, c'est ça? Ouais. Hein? Même pas. Pour quand même, alors, je vais prendre le cas d'un jeune, qui serait service militaire volontaire dans un régiment d'infanterie. Heu, c'est quand même rustique la vie dans le régiment d'infanterie, hein. C'est rustique, c'est fatigant, c'est pas confortable, c'est rude.
Alors, moi, j'ai connu les conscrits, parce que j'étais sergent dans un régiment d'infanterie, après, chef de section en régiment d'infanterie. Donc j'ai vu l'évolution entre les années 80 et les années 90, juste avant la fin du service militaire. C'était dur ce qu'ils faisaient, je prends en compagnie de combat, mais ils n'avaient pas le choix. C'était, comme ça, ils savaient qu'il fallait qu'ils paient ces 1 an au service de la nation, et puis il y avait, le fait qu'on les amenait à avoir un certain niveau, et après ce qu'ils faisaient, en fait, ça leur paraissait presque naturel d'ailleurs, hein. C'est que Ouais, au bout de 6 mois, les gars étaient opérationnels, et après, on gérait la fin de service jusqu'au dernier mois où c'était un peu particulier parce que forcément, ils étaient quillards. Mais ce que je veux dire, hein, c'était la gestion, ça, du management. Mais ce que je veux dire là, c'est que là, le jeune qui va je je autant il y a des déceptions avec les engagés, parce qu'il y a beaucoup d'engagés qui s'engagent et qui, ne terminent pas leur formation initiale. Autant là, je pense que le niveau de déception va être supplémentaire, parce que, j'ai du mal à comprendre, en fait, honnêtement, l'objet, ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est une sorte de panique qui saisit de se rendre compte que le monde change et de pas trop savoir comment s'y adapter? Et qui pourrait Ouais, expliquer, alors ces réflexions, ça fait un moment que dans les armées, ils les ont, hein. Cette notion de garde nationale, ce travail sur avoir, ce qu'on appellerait une garde nationale, un peu comme aux États-Unis, hein. Ce sont des réservistes, hein. Oui, oui, la garde nationale, en fait, ce sont des régiments constitués de et même réservistes. plus, ils sont Ouais, engagés, au oui, combat, voilà, mais militaire à l'extérieur. voilà, c'est ça, mais c'est le cas de, comment il s'appelle, le secrétaire d'État à la défense, là, le L'ITEX-7. Pitaxet, qui lui, est comme réserviste, a été engagé, et après ensuite il y a la garde nationale, qui sont des régiments constitués, les unités, aériennes de la garde nationale, eh bien, elles participent à des opérations extérieures. Elles ont été engagées au Vietnam, ainsi de suite. Donc c'est une vieille tradition américaine, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, on aurait comme projet de monter, une garde nationale militaire, je le comprendrais. Ce serait un projet structurant. En fait, le service militaire volontaire, c'est un moyen. C'est intéressant la conversation qu'on a. On est sur le moyen, mais pas sur l'objectif. Bah oui, bah ça C'est que imaginons, voilà le format de garde nationale que je veux avoir, avec sur les 3 armées, armée, je sais pas, de patrouilleurs, tel type d'aéronef, pourquoi pas, hein. Et puis, avoir des unités de l'armée de terre sur ce modèle-là, et voilà, comment je vais y arriver, aussi bien sur le plan des ressources humaines que sur le plan, des matériels, des moyens, et également des doctrines d'emploi. En fait, on développe le moyen, mais, pour faire quoi? C'est, enfin, moi, c'est pas comme ça que je fais en général, tu vois? non, justement, si, Hein? ouais, il faut penser d'abord, la vision, Bah, oui, bien sûr. Mais c'est après mais c'est très intéressant ça. Le problème, c'est qu'on est face à des dirigeants qui n'ont pas de vision stratégique. Ils voient que par des petites parties qui croient de solutions, hein, sans voir l'ensemble et l'objectif vers lequel, ils pourraient tendre, notamment le format, qu'ils voudraient atteindre. Bah, c'est un vrai sujet, ça. en tout cas, c'est un sujet à suivre, avec vous, et avec As. Heu, Si je peux prendre encore un peu de votre temps, heu, mmh, comme ça, ou alors quelle est votre analyse sur ce qui va se passer derrière, pour revenir à l'Ukraine qui a créé tous ces changements, toute cette panique, y compris en Europe, de l'Ouest? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance, malgré tout, que la première proposition de 28 points de Donald Trump, qui sera modifiée, discutée avec les Russes, aboutisse à quelque chose et que finalement tout le monde l'embrasse, y compris Kiev, y compris les Européens? Ou, comme le dit John Mearsheimer, il y a trop de désaccords entre les Européens, les Ukrainiens d'un côté et les Russes, il y a aucune chance qu'il y ait une quelconque solution, ça se finira sur le champ de bataille, on verra où. Bon, les Européens font le jeu des Russes. Les Russes n'ont aucun intérêt à arrêter les opérations militaires. Alors évidemment, il y a quand même des morts et des destructions de matériel de leur côté, mais ils n'ont aucun intérêt à arrêter les opérations militaires, parce qu'ils savent qu'à terme, la logique de la stratégie d'attrition va amener à une fatigue et une usure prononcée de l'armée ukrainienne, qui fera qu'elle résistera de moins en moins. Bon, on commence à le voir sur le front, puisque,
les Russes sont à l'offensive sur tout le front. On n'a pas vu ça depuis le début de la guerre. Donc ils n'ont pas intérêt. C'est pour ça qu'ils sont sourcilleux sur leurs exigences, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas non plus se braquer les États-Unis, parce que comme les États-Unis, ils ont une vision post-guerre, d'un monde post-guerre, et ils ne veulent surtout pas se fâcher avec les États-Unis. Donc il y a des éléments qui les satisfont, et d'autres qui les satisfont beaucoup moins dans le plan, les 28 points qui sont proposés par l'administration Trump, qui maintenant sont devenus 19. Enfin, c'est compliqué à suivre quand même, cette affaire-là, entre le moment où les Européens interviennent ou pas, mettent leur grain de sel dans quelque chose qui s'avère difficile. Et les Européens également, eux, font le jeu des Russes parce qu'ils espèrent toujours un effondrement de la Russie ou un épuisement de la Russie en souhaitant une solution à la coréenne, c'est-à-dire une non-reconnaissance des conquêtes russes, et puis une ligne de démarcation qui serait surveillée par différents types de troupes, mais que, de toutes les manières, des troupes qui ne seront jamais européennes, qui seront certainement des troupes de pays qui seront acceptés d'abord par les deux belligérants et surtout par la Russie. Donc des Indiens peut-être, pas des Chinois je pense pas, mais des Indiens, ce type de troupes, hein, pas des troupes européennes. Donc pour en revenir à ces négociations, je pense que d'abord, les combats vont continuer. Ensuite, au mieux, dans 6 mois, peut-être qu'on arrivera à quelque chose de finalisé, peut-être, ça va prendre du temps. Que les Russes vont jouer la montre. Ils vont jouer la montre et ils vont être aidés en cela par les Européens. C'est ça le comble, en fait. Alors que les Européens auraient appuyé tout de suite le plan Trump, en comprenant que même si la situation est difficile pour les Ukrainiens, il fallait les pousser, les contraindre à accepter ce qui était proposé, quitte peut-être, malheureusement, si c'est refusé, la proposition actuelle, ou si elle est rejetée par les Russes, à se retrouver dans une situation encore moins favorable, voire pire, dans 6 mois ou 1 an, parce qu'à la fin, peut-être qu'il n'y aura même plus rien à négocier, hein, et que ça sera tout simplement une capitulation. Il faut se rappeler qu'en 1918, lorsque les Allemands signent l'armistice, ils ne sont pas défaits encore, hein, mais ils sont dans une situation très très difficile, et ils signent l'armistice pour éviter justement l'effondrement. Et à cette époque-là, ils occupaient encore une bonne partie de la France, la Belgique, et ils se sont retirés également de la rive droite du Rhin, et qui a été occupée ensuite, c'est la fameuse occupation de la Sarre, ainsi de suite, par les troupes françaises. Donc il faut bien comprendre ça. C'est pas parce que les gens disent oui, c'est vrai, l'armée ukrainienne résiste encore, mais c'est pas parce qu'elle résiste qu'elle ne peut pas être contrainte à un retrait de troupes sur des territoires qui seraient revendiqués par les Russes, parce que les Russes sont en situation de suprématie. Alors, il y a 3 volets dans ce plan-là. Il y a un volet échange de territoire, donc d'échange de territoire avec une partie, la partie nord, la partie centre, c'est le Donbass, les Russes récupèrent par retrait des troupes ukrainiennes les oblasts qu'ils revendiquent, et ensuite sur la zone des Zaporijia et Kherson, là, il y a gel du front. Donc je suis pas sûr que ça satisfasse non plus les Russes, mais en tous les cas, ils seraient capables de l'accepter dans la mesure où derrière, il y a un volet sécuritaire qui est très important pour eux et qu'ils veulent négocier absolument, un volet sécuritaire qui va même au-delà de l'Europe, mais également qui touche les accords START et tout l'équilibre géostratégique au plan nucléaire, et surtout les sanctions américaines et les sanctions européennes. Et c'est là où les Européens, ils auraient un jeu à jouer, si jamais ils avaient encore cette capacité d'analyse, au lieu de rester butés sur un refus radical de ce qui est proposé par l'administration Trump. Parce que sur les sanctions, les Russes, bien sûr que leur économie résiste bien aux sanctions et a eu des croissances qui étaient presque inespérées les derniers temps, mais c'est compliqué quand même pour eux. Quand une entreprise russe veut se financer, bien comme elle est coupée du marché financier mondial, elle ne peut pas avoir accès à des investisseurs, c'est compliqué quand même. Donc pour les entreprises russes, c'est compliqué. Il y a des besoins également de coopération qui sont coupés. Revenir sur le SWIFT, ça serait également intéressant pour eux.
récupérer leurs avoirs, ça serait intéressant aussi pour eux. Je pense qu'une fois qu'ils les auront récupérés, je pense qu'ils ne les remettront plus en Europe, en tout cas. Ça va être une perte sèche, à mon avis. Ils auront retenu la leçon. Ce ne sera pas les Parce que le problème dans cette affaire-là, c'est que dans l'affaire des avoirs, c'est que le fait de brandir la menace, sans la mettre en action, va faire réfléchir les investisseurs de toutes les façons. De toutes les façons. Ça, c'est clair. C'est pour montrer encore une fois comment les Européens sont mauvais en communication. Et surtout jouent contre leurs intérêts. Parce qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Oui. Ni la saisie, mais on a l'effet négatif de dire qu'on risque de saisir. Voilà, exactement. Et D'ailleurs, Ben Salman d'Arabie Saoudite a dit combien il était circonspect à laisser son argent traîner. mais bien sûr, Parce que le fait de brandir la menace, c'est une forme de risque, un risque financier. Donc, même banque d'un pays non démocratique va y réfléchir. Donc, on se met quand même en difficulté en brandissant une agitation de ce type-là. Donc, le sujet des sanctions, c'est le troisième volet de ces négociations. Et si les Américains vont abandonner leurs sanctions très rapidement. Si les Russes font un effort et appuient le plan Trump, ils vont abandonner les sanctions. Et les Européens seront contraints derrière d'abandonner les sanctions. Parce que sinon, ils vont se retrouver encore plus cornérisés. Non, mais moi, je suis catastrophé de voir comment une zone comme l'Europe, qui a énormément d'atouts, alors qu'il n'y a pas d'énergie, qui n'a pas de matières premières, enfin quoi, pas d'énergie, il y a des pays qui en ont, la Norvège, enfin bref, et qui pourraient en avoir, arrive à se mettre dans une situation difficile et dans une situation de déclin presque irréversible, à moins d'un changement de politique générale et de classe dirigeante. En fait, on a un problème de classe dirigeante. quoi, c'est clairement encore en France. Comment ? Il faut un renouveau. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le cas de tous les pays européens. Oui, bien sûr. On voit que c'est contesté. Alors, l'Italie, c'est un cas à part. Peut-être moins en Italie ou en Hongrie, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais même en Pologne. Donc, il y a des gens qui ont l'air de vouloir s'occuper des intérêts de leur pays. Mais même en Espagne ou en Espagne ou au Portugal. Soit de gauche ou de droite. Ouais, bien sûr. En fait, dès que les dirigeants sont centrés sur leurs intérêts nationaux, tout de suite, ils ont quand même une assise électorale et populaire qui est supérieure aux autres. Tous les autres pays où les dirigeants sont rentrés dans des espèces de visions utopiques communautaristes, eh bien, c'est un échec. C'est un échec. Regardons la situation des pays baltes. Les 3 pays baltes, depuis qu'ils ont rejoint l'Union européenne et qu'ils se sont coupés de alors c'est comme ça, c'est historique, de leur relation économique, on va dire naturelle, presque naturelle, avec la Russie. L'énergie électrique, qui était, il n'y a pas moins cher que l'énergie électrique russe. Maintenant, c'est le marché européen, il y a des entreprises qui ont fermé. La plupart de leurs canaux économiques qui étaient orientés vers la Russie sont coupés. La Finlande, même cas. Je crois que la Finlande, d'ailleurs, doit recevoir des subventions de l'Union européenne parce que le déficit est supérieur à celui qui avait été annoncé, parce qu'ils ont perdu toutes les relations économiques qu'ils avaient historiquement avec la Russie. Enfin, c'est catastrophique. Alors, ce n'est pas le cas, bien sûr, de la Suède, qui, elle, avait un autre écosystème, mais tous ces pays-là étaient très ancrés historiquement, sur le plan économique, avec la Russie. Donc, j'ai du mal à comprendre ces positionnements-là, surtout que quand on observe le jeu de la Turquie, moi je trouve que c'est emblématique, le jeu de la Turquie et des dirigeants turcs, qui arrivent à vendre des armes à l'Ukraine, qui arrivent à coopérer avec les Russes au plan nucléaire et au plan du Turkish Stream, qui arrivent à sécuriser la mer Noire de concert avec les Russes, parce qu'ils ont des intérêts communs en mer Noire, qui arrivent à occuper 40% d'un pays de l'Union européenne depuis 1974 sans que ça gêne personne, parce que dans l'intangibilité des frontières, on aurait pu commencer par s'occuper de Chypre, qui a rejoint de mémoire en 2004 l'Union européenne. Et là, personne n'en parle. Parce que en fait, la Turquie est un acteur de poids, quoi qu'on en dise, qui est poids au plan militaire, poids au plan géopolitique, et poids même maintenant au plan technologique, quand on voit l'industrie turque, ce qu'elle arrive à faire maintenant en termes de
de projets militaires, que ce soit des projets de navires, des projets de chasseurs furtifs, des projets de blindés. Mais cas typique, que j'ai appris récemment, la Turquie, a bloqué pendant longtemps, certains se moquaient de la Turquie parce qu'elle n'avait pas la 5G, mais en fait, c'est parce que le gouvernement turc a décidé que ce serait des industriels turcs Ouais. qui développeraient leurs antennes 5G. Alors bon, ça leur a pris 4 ans de plus. Ouais, ils se sont dit, «Bon, si les gens téléchargent moins vite les vidéos sur Netflix, hein, ils vont survivre» et résultat des courses, ils ont, développé un secteur à eux. Moi, je connais pas beaucoup la Turquie parce que j'y ai passé une semaine, lorsqu'il y avait le tremblement de terre à 99 sur un feu de raffinerie, hein. Mmh. En Moi passe-pompier, ouais. Oui, oui, j'étais projeté là-bas pour, conseiller les secours turcs. Il y avait des buggers, enfin bon, c'était un feu énorme et moi, ce que j'ai pu constater, alors c'est en 99. D'abord, c'est une population qui est rustique, qui est industrieuse, qui est courageuse et qui est dure, en fait, qui est dure, hein et si tu veux, à partir de là et qui a un fort sentiment national, hein. Très, très fort sentiment national. Alors à l'époque, c'était pas Erdogan, mais par exemple, l'image de Mustapha Kemal, si tu perds la nation, tu vas le trouver partout. Donc c'est une puissance, hein, qui se permet des choses qui est une puissance qui est plus respectée que la France. Imaginons un conflit entre la Turquie et l'Algérie, comme celui que l'on a actuellement avec l'Algérie. Je pense que rapidement, les Algériens, auraient, baissé d'un ton. Parce que chaque fois que les Turcs ont un problème, dans leur environnement, que ça soit à Chypre ou avec les Grecs ou, ce qui s'est passé, en Syrie, hein, on voit très clairement qu'ils arrivent à imposer leur vue. Ou même ce qui se passe en Libye, puisqu'ils sont très impliqués en Libye. Donc, c'est une puissance régionale qui, c'est regrettable de le constater, est, plus écoutée que la France. D'ailleurs, les négociations, certains des tours de négociation sont passés, à Istanbul. C'est quand même, symptomatique. Il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 ans, il y a une corvette, turque qui a orienté son radar de tir vers un navire français. Chez un navire français, Un navire français, sans trop de conséquences. sans conséquence. Ouais. Peut-être qu'il serait temps que la France et aussi, revienne à Non mais pas à Mustapha Kemal Atatürk, mais à non, d'autres. non, mais en fait, on voit que les dirigeants, alors, Que vous écrivez de la Turquie, c'est ce que font les Indiens. ouais, Ils bien sûr. associent avec les Russes, et On voit que les dirigeants qui sont respectés, alors je ne parle pas de morale actuellement, et qui sortent du lot à l'international, ces dirigeants qui défendent les intérêts de leur pays, qui sont prêts à aller à l'affrontement ou à la confrontation pour ça. Aux USA, en Russie, en Chine, en Turquie, en Israël, quoi qu'on en dise, hein, mais même au Brésil. au Brésil, Lula, au Brésil. c'est même par des gens de droite, on s'est rendu compte là-bas, qui auraient plutôt voté Bolsonaro, qui disaient: «Mais non» et qu'il y a un coup face à Trump parce qu'ils n'ont pas supporté le. En Inde, Ouais. hein, en Inde, voilà. Et tous les autres qui sont dans une espèce d'illisibilité, ils sont complètement illisibles en fait, et ils ne font que d'évaluer leur positionnement et également le positionnement de leur pays. Alors c'est terrible quand même pour la France parce qu'elle a un siège au Conseil de sécurité, elle a une force de dissuasion nucléaire totalement autonome, elle a le premier espace maritime. D'ailleurs, sur un plan géostratégique, la France n'est pas une puissance terrestre, c'est une puissance maritime, hein. Et si on parlait d'un format défense française, c'est là, Lieu, où es-tu? c'est là où on voit la logique de la projection, bien sûr, mais également la logique également d'avoir une capacité maritime importante. On est plus une nation maritime qu'une nation terrestre. Contrairement à l'Allemagne, contrairement à la Pologne, contrairement à d'autres pays qui sont très ancrés comme ça. Ben, on va en rester sur ces notes, qui sentent bon les embruns, marins. Les embruns marins, oui. Merci, Hervé Carès encore pour cette interview très intéressante. Je pense que ce sera à nouveau très apprécié. Si vous avez aimé cette, interview, cette vidéo, bien n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de la liker, d'aimer, de faire des commentaires, on en a besoin pour améliorer nos émissions, de la partager surtout, de faire connaître Hervé, Carès, avec Fréquence Populaire.
Vous pouvez nous soutenir, sans débourser, 1 centime, en vous abonnant à différents, canaux. Encore une fois, on le voit dans nos discussions géopolitiques ici, heu, il y a différentes forces géopolitiques qui s'affrontent et elles ont, elles, des, réseaux sociaux. Nous n'en avons pas encore de français. C'est bien dommage, encore quelque chose à développer. Mais, TikTok, c'est chinois, Telegram, c'est russe, YouTube, c'est américain. Instagram aussi, eh bien, c'est bien de vous abonner partout, même si vous préférez tel ou tel. Comme ça, nous, ça nous permet, eh bien, de pouvoir rester indépendants et de pouvoir toujours diffuser en cas de problème avec tel ou tel réseau social. Également, vous avez le site fpop.media, notre portail média de fréquence populaire, où vous trouverez nombre d'analyses, d'écrits divers et variés sur de nombreux sujets. C'est gratuit, il vous suffit de renseigner un email et vous avez accès à tout sans aucune publicité. Par contre, si vous avez les moyens, que vous voulez nous faire un petit cadeau pour Noël et nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait, eh bien, vous avez en bas de cette vidéo notre page Stripe et notre page Tipeee, selon vos préférences. Vous pouvez faire un petit don. Vous pouvez également aller sur fpop.media et prendre un abonnement, soit 2 euros, soit 10 euros, soit plus, si vous avez la possibilité. Ça nous aidera considérablement. Enfin, vous avez vu en début de cette, vidéo, la possibilité de souscrire, de souscrire à Fréquence Populaire, et donc de participer, eh bien, au développement de manière plus active de Fréquence Populaire, en participant, eh bien, à la ligne éditoriale, en suivant nos comptes, comment on fait nos dépenses, en proposant, des reportages, voire, en ayant, eh bien, peut-être une influence sur ce média qui est aussi votre média puisque nous sommes une coopérative, eh bien, et pas, quelque chose qui est possédé par des actionnaires. Voilà, merci à tous et à très bientôt.